Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport. C'est déjà le 3e numéro de cette saison sur TV78. Au programme aujourd'hui, comme toujours, des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur. Pour m'accompagner, nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique de cette magnifique Dream Team. On commence à ma droite, musique. C'est un mélange entre George Clooney et Russell Crowe. George Clooney par son élégance et de l'autre côté, Russell Crowe dans son rôle pour gladiateur. C'est un guerrier dans cette émission. Il aime batailler pour défendre ses idées. Le gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous. Formé bonheur. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Merci pour cette présentation. George Clooney, Russell George Crowe. Clooney qui fait Movember en même temps. Ouais, je vois ça, très belle moustache. Pour la bonne cause de sensibiliser au dépistage pour les maladies masculines. Voilà, donc on marque le coup en novembre. Donc il reste encore 3 semaines à peu près pour peaufiner vacances, cette moustache. Exactement. Vous nous enverrez les photos, hein, bien sûr. Chiche. On continue notre tour de table à gauche, musique. Sa musique résonne. Sur ce plateau, il est journaliste chez TV78. C'est un charmeur, un séducteur, mais c'est aussi un journaliste expert du sport yvelinois et du football italien. Notre Italian lover, notre Colisée, Grégory Calale est avec nous pendant une heure. Aujourd'hui. Merci beaucoup Mickaël. Bonjour Pierre. Écoutez, très heureux encore une fois de venir débattre de l'actualité sportive yvelinoise, encore une fois très riche. Très heureux aussi pour les résultats sportifs italiens avec un champion du monde de MotoGP italien, ça je m'en réjouis. Il faut aussi trouver de quoi se consoler avant une Coupe du Monde de football où il n'y aura pas l'Italie, malheureusement cette année. Ah oui, donc il n'y aura pas l'Italie, c'est vrai, j'avais oublié. On trouve de quoi se consoler, mais une première pour l'Italie depuis Valentino Rossi. On est content aussi en MotoGP. Bon, ce qui est bien, c'est que l'Italie brille dans tous les sports sauf le football. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est champion du monde de tout sauf de foot en ce moment. On repasse de l'autre côté, musique. C'est un basketteur d'exception. Il a joué partout en Europe en tant que professionnel. Il a joué en Pro A, il a joué à Nicosie, en Turquie, en Espagne. Il a aussi joué à Trappes. Il habite dans les Yvelines. Magic Mike Mokongo est avec nous pendant une heure. Merci Mickaël pour la spécialiste présentation. basket, hein, bien sûr, mais pas que. Pas que. C'est vrai qu'ici, à chaque fois, on parle de plusieurs choses, donc ça fait toujours plaisir. En tout cas, pour moi, je suis content de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Donc voilà. Et puis après. Oui, vous êtes également sur plusieurs projets, un Stadium Prime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est dans l'ère de la digitalisation. Donc nous avons lancé une plateforme digitale de recrutement dans le monde du sport, où le but c'est vraiment de connecter les clubs, les joueurs et les agents sportifs pour permettre justement de dénicher des nouveaux talents et de permettre au corps du sport, à la communauté sportive, tout simplement de bien fonctionner. Donc voilà, aujourd'hui ça fonctionne très bien. Nous avons 8000 utilisateurs dessus. Nous avons des clubs de Ligue 2, nous avons des clubs de Pro A, Pro B, un peu aussi les amateurs. Donc voilà, moi je pense que c'est un outil qui va justement aider la communauté sportive à fonctionner. Et ici dans la région, en Yvelines, nous avons beaucoup de clubs. Donc j'ose espérer que voilà, les clubs, les joueurs vont pouvoir utiliser cette plateforme-là. Et très franchement, moi en tant que joueur, j'aurais aimé avoir cette plateforme. Parce que tous les joueurs manquent de visibilité aussi. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à avoir des bons agents et tout. Donc voilà. Le message est passé en tout cas. Merci. On termine de l'autre côté. Musique, c'est la star de cette émission, notre légende vivante. Il aime les coups de gueule et les troisièmes mi-temps. Toujours avec modération, hein, bien sûr. Sa bonne humeur inonde ce plateau. Jean-Miss, ex-entraîneur de plaisir, est avec nous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, Jean ? Pleine forme. Toujours. Si je suis là, c'est que tout va bien. Vous êtes plus amateur du coup des coups de gueule ou des troisième mi-temps ? Oui, les coups de troisième mi-temps avec modération. Bonne petite troisième mi-temps, avec 2 avant. Et puis bon, comme Pierre aussi, je suis solidaire, j'ai fait la moustache, mais beaucoup plus discrète. Je vous enverrai les photos aussi. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va prendre le large pour parler de la route du Rhum. Le départ n'a pas eu lieu dimanche dernier comme prévu à cause des conditions climatiques, mais ce mercredi 9 novembre à 14h15 précise au large de Saint-Malo. 2 Yvelinois sont engagés sur ce rendez-vous. Louis Burton sur Bureau Vallée et Éric Bayon sur Comme un seul homme Powerhead Altavia. À votre avis, Louis Burton et Éric Bayon ont-ils été perturbés par ce report de quelques jours sur cette route du Rhum ? Ça devait partir dimanche, ça part finalement le mercredi. Non pour vous. Ah oui pour vous, Grégory. On va vous donner la parole. Grégory, un petit duel avec Mike pour son grand retour.
Grégory, vous Non, commencez. mais ça peut légèrement les perturber. Voilà, je rajoute le petit légèrement parce que ils étaient programmés pour partir dimanche. Le fait de rester un peu plus sur leur bateau, alors certes, ça va leur permettre de se préparer un peu plus, mais aussi de cogiter aussi peut-être un peu plus. Et j'entendais plusieurs skippers qui témoignaient à ce propos où ils ont l'habitude d'être solitaires. Ils aiment aussi cette solitude, ils le disent, hein, ces skippers, c'est d'être en mer pendant plusieurs jours. Là, le fait de se retrouver avec beaucoup de monde au port et bien bloqué, il y a un petit côté un peu bizarre. Alors voilà, c'est pour ça que je dis légèrement perturbé. Ils étaient programmés pour partir dimanche. Ça peut peut-être, je vais pas dire rabattre toutes les cartes sur la course, mais ça peut peut-être les perturber en vue de ce départ qui a eu lieu là à la mi-journée. Mike, Pour moi, ça fait partie des impondérables. Quand on est sportif ou quand on est athlète, il faut se préparer à toute chose. Donc ça aussi, ça en fait partie. Un grand champion comme lui ne peut pas se faire perturber justement par le fait qu'il y a eu un décalage sur le timing. Donc pour moi, non. Franchement, s'il a perdu, c'est qu'il a fait une mauvaise performance. Alors, Pierre, est-ce que Grégory vous a convaincu ou pas du tout? J'étais au départ plus de l'avis de Mike en disant que chaque sportif préparé a justement les reins suffisamment solides pour pouvoir encaisser n'importe quel impondérable. Mais les arguments de Greg m'ont fait penser à un autre argument en termes de perturbation possible. Déjà les perturbations atmosphériques, parce que là les conditions qui doivent essuyer en ce moment sont a priori assez dantesques, avec des vents à 70 km/h. Et donc c'est mieux, mais c'est pas quand même ça au large. Concrètement, c'est mieux, ça souffle moins que le week-end dernier, mais ça souffle fort. Et les perturbations auxquelles je pensais, c'est la polémique qui est actuellement dans la catégorie ultime, avec justement cette injustice par rapport au règlement du bateau de François Gabard. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est un point de règlement sur le bateau de Gabard par rapport aux trois autres de la catégorie ultime. Une histoire de winch qui est proche ou sous le pont. Vélo. Non, jamais. De winch sous le pont. Bref, et ça a pu, le week-end dernier notamment, redonner un petit peu de flanc à cette histoire, un peu de polémique dans un sport qui a toujours été un sport de gentleman. Et là, pour le coup, on a les quatre de la catégorie ultime, Gabard d'un côté et Coville et les deux autres dont c'est pas le nom m'échappe, mais auxquels je ne pense pas, qui s'écharpent un peu sur des points de règlement. Et pour l'instant, François Gabard a pu prendre le départ, donc c'est pas réglé, mais le fait de décaler le départ, ça a pu attiser la polémique. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose. Non, parce que honnêtement, pour moi, vu le tag qu'ils ont à passer sur le bateau, c'est entre 10 et 15 jours à peu près mis à part catégorie IMOCA, bien parce sûr. que sur les ultimes, c'est même une semaine. On peut être 6 jours. Mais mis à part effectivement les conditions climatiques qui peuvent être changées, mais c'est pour tout le monde. Donc pour moi, pour moi, ça n'a pas grosse différence. Après, tout a été développé, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis en plus, il avait même dit qu'il a eu un bateau où il a pu travailler dessus pendant 18 mois. Donc ça veut dire que pour Louis Burton. Voilà, exactement. Donc il a pu expérimenter ça. Ils ont pu faire des ajustements avec toute l'équipe. Donc voilà, il était préparé pour ça. Et puis il a aussi l'expérience de cette compétition. Il a participé 4 fois déjà. Donc, oui, c'est ça. 4 routes du Rhum. Il a terminé aussi 5e en 2014. Il a terminé 3e du dernier Vendée Globe. Donc il a du palmarès quand même, c'est ça. Louis Burton. Éric Baillon, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il a terminé 9e du Vendée Globe en 2016. Deuxième route du Rhum seulement. Donc moins d'expérience peut-être. Ça peut peut-être plus jouer pour Éric Baillon, à votre avis, Grégory ? Oui, peut-être un peu plus du coup. Après, c'est vrai. Et la dernière fois, je précise, il voulait prendre son temps. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas aller trop vite dans la course. Il avait terminé, je crois, en 30 jours à peu près. Mais après, voilà, sur je une vais pas parler goélette. de Mike qui a connu le sport de haut niveau. Donc forcément, quand on est programmé, oui, on peut s'attendre à des décalages. Peut-être avec un peu plus d'inexpérience pour Éric Baillon, ça peut le perturber. Et sur les conditions climatiques, ça change peu ou prou les choses. C'est vrai que la tempête s'est un peu améliorée, mais elle est toujours là. On a une mer à 5-6 mètres avec toujours ce passage de la Manche, cette remontée de la Manche qui est de tous les dangers, avec beaucoup de bateaux, 138 skippers, toutes catégories confondues. Donc éviter les rochers, éviter de rentrer dans l'autre bateau aussi, éviter les désagréments. Mais il y aura une première nuit, à mon avis, assez agitée avec peut-être quelques abandons. On n'espère pas pour nos Yvelinois cette fois-ci. Éric Baillon, je précise,
vise un top 15 sur cette route du Rhum et un top 5 pour Louis Burton. Ça vous semble jouable pour Louis, un top 5? Pour Louis Burton, on peut même espérer mieux. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que grosso modo, ça rappelle la toute-puissance de la nature. De ce qui les attend, ils n'ont plus le choix dans la date sur le départ et sur les conditions de course, en gros, et donc un décalage de quelques jours. Ils auront peut-être beaucoup plus tergiversé, mais en tout cas, bon vent à eux quand même. Éric Baillon le disait, hein, il y a 3 acteurs sur cette route du Rhum, le skipper, le bateau et la météo, forcément. Ouais. Vous êtes d'accord? Logique. Expérience. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de rugby féminin et du phénomène Émilie Boulard, superstar de la Coupe du Monde féminine. Nous parlerons également de tennis. L'Yvelinois Arthur Rinderknecht est désormais numéro 1 français. Mais avant de parler de ces thématiques, on va parler football. En football, la nouvelle est donc tombée ce lundi 7 novembre. L'information a fait l'effet d'une bombe. L'entraîneur de l'équipe du FC Versailles, Youssef Chibi, est mis à pied à titre conservatoire. Le club l'a annoncé dans un communiqué officiel sans préciser les raisons de sa mise à pied. Coach de l'équipe depuis juillet 2014 et artisan de la progression du club jusqu'en national, il avait aussi emmené le club en demi-finale de la Coupe de France l'année dernière. Vincent Ehouman et l'ensemble du staff actuel prennent en charge l'équipe pour la réception du stade briochin ce vendredi 11 novembre. 2 explications possibles. Le club a décidé de prendre les devants par rapport à l'affaire Youssef Chibi. Celui-ci est soupçonné d'avoir filmé des femmes nues à leur insu. Mais il y a également une autre histoire. Dans l'histoire, il y aurait des tensions avec les dirigeants. C'est bien ça, Grégory? Oui, apparemment, on dénonce beaucoup l'omnipotence de Youssef Chibi au sein du club. Il y a notamment le dirigeant Jean-Luc Haribar qui, selon plusieurs informations, se plaignait de ne pas pouvoir, par exemple, rentrer dans le vestiaire. Le fait de rentrer dans le vestiaire pendant les matchs. Et plusieurs joueurs aussi, alors d'anciens joueurs du groupe qui étaient... du groupe déjà l'année dernière se sont plaints de la gestion de Youssef Chibi. Ça, c'est les informations révélées par nos confrères du Parisien. Et aussi des cadres actuels, des anciens joueurs pros qui seraient arrivés et qui ne seraient pas forcément respectés. On peut citer l'exemple de Jeremy Lens et de Mathieu Dossevi qui, le week-end dernier, pour le match face à Châteauroux, ont été mis tout simplement en tribune. Ils ont été convoqués avec le groupe et on estime, du côté de certains joueurs qui ont été interrogés, sans révéler leur nom, que des joueurs de cet acabit-là, qui ont quand même un passif professionnel, qui sont là pour apporter de l'expérience au sein du groupe, et bien de les prendre pour les laisser en tribune, c'est pas forcément leur avoir tenu tout le respect possible. Donc aussi des tensions au sein du vestiaire. La question sur cette thématique, pour ou contre son départ, je rappelle que le club est actuellement 2e de national. Oui, vous êtes partagé, Jean, partagé. Oui pour vous, oui, Mike, et vous, oui pour vous aussi, Pierre. Mike, alors pourquoi? Pour moi, c'est juste une question de temps. C'est la nature du business qui veut ça. Quand on regarde, c'est vrai que ce coach-là incarne un petit peu l'évolution de ce club parce qu'il y est depuis 2014. Donc ça veut dire tout le travail qui a été amorcé depuis là. Maintenant, on regarde cet été le recrutement hybride qu'ils ont eu. Ils ont ramené quand même des joueurs XXL par rapport à cette division-là. On parle de Jérémy Lens, on parle de Grégoire Lefebvre, on parle de Jordan Leborgne. Donc clairement, Versailles, ils ont envie de jouer le top niveau. Et quand tu ramènes un directeur sportif comme Jean-Luc Haribar, forcément il va arriver avec son expertise, avec son réseau. Et ce garçon-là, je suis désolé, je ne le connais pas très bien, mais je ne pense pas qu'il est connu du monde Ligue 2, Ligue 1. Donc à un moment donné, c'est ramener aussi un entraîneur de renommée, quelqu'un qui va apporter une lumière justement sur Versailles. Et donc c'est pour cela que je parle de la nature du business qui veut ça. À un moment donné, le club évolue, et on évolue avec les joueurs et aussi avec les entraîneurs. Donc pour moi, c'est une décision qui est un peu logique quand on regarde le monde du haut niveau, comment ça fonctionne en général. Jean, je vous vois tilter un petit peu. Non, parce que juste une petite parenthèse, ça c'est une réflexion qui aurait dû se faire avant le début de la saison et dire à cet entraîneur, non, nous on préfère justement, merci pour le travail effectué, mais nous on préfère prendre quelqu'un avec un renom pour continuer à redorer le blason de l'équipe de Versailles, et on te remercie pour ton travail. Là, pour moi, il y a trois choses bien distinctes. La première, c'est un problème pénal, et la présomption d'innocence fait qu'on ne peut tirer aucune conclusion. Il n'a pas été mis en examen. Il n'a pas été mis en examen, il est mis à pied par le club à titre conservatoire. Et d'ailleurs, il a été soutenu dans un premier temps par le club sur cette histoire. Voilà, donc pour cela, ça on le met de côté parce que ça ne nous regarde pas, et en plus
On n'a pas à s'engager sur ce terrain-là. La deuxième, c'est un problème relationnel avec les cadres et les dirigeants du club. Là, c'est un peu plus compliqué. Et la troisième, c'est sportif. Et le sportif, jusqu'à présent, on peut dire que son parcours est fantastique. Tu l'as dit toi-même, il a amené le club depuis 2014 et même cette année, en ayant franchi la marche supérieure, il apporte satisfaction sportivement. Après, la manière, on dit toujours, en tant qu'entraîneur, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est le résultat qui compte. Qu'importe la manière, le résultat compte. Mais là, il y a un problème beaucoup plus profond que le sport, que le côté sportif, il y a le côté relationnel. Et là, je crois que s'il se coupe et de son encadrement, et maintenant de son vestiaire, ça va être très compliqué pour lui. Encore une fois, même si on balaie l'histoire de l'histoire pénale qui le poursuit, mais est-ce que ça va pas permettre au club, cette fameuse histoire, de pouvoir franchir le cap et se débarrasser d'un entraîneur qui faisait normalement, jusqu'en début de saison, l'unanimité auprès de tout le monde. Voilà. Mike, est-ce que vous voulez réagir? Et après, je donne la parole à Pierre. Bien sûr, honnêtement, je ne disconviens pas sur tous les autres points que tu as pu énumérer, mais juste sur le premier point, c'est jamais facile pour les dirigeants ou les clubs de prendre des décisions sur un entraîneur qui a déjà des résultats. Je l'ai vécu avec Monaco. Quand on était avec Monaco, on avait un entraîneur où on était premier du championnat, mais ils l'ont quand même viré. Parce qu'à un moment donné, quand tu as des nouveaux dirigeants qui arrivent, ils ont une nouvelle vision et ils ont envie de changer les gens. Et des fois, c'est même pas tant le coach. Des fois, c'est juste les personnes que eux ils ont envie d'amener. C'est pour ça que je dis la nature du business. On l'a connu avec le PSG et le Qatar, au début de l'ère Qatari, avec Antoine Camboiré qui était parti. Oui, mais qui était premier du championnat à ce moment-là. Exactement. Et puis après, c'est un coach aussi qui est quand même impactant, qui est quand même connu assez à Versailles. Et on sait que l'ancien président Daniel Voisin, qui a quitté le club où ils ont eu un désaccord ensemble à l'époque. Donc voilà, on ne sait pas aussi le poids qu'il a aussi au niveau du club. C'est peut-être pas facile de le virer aussi comme ça. Donc il y a tous ces aspects-là. Et il avait cette demi-finale aussi de Coupe de France. Exactement. Qui était le meilleur parcours de l'histoire du club et même des Yvelines, il faut le rappeler. Pierre Chevalier. Pour compléter ce que disaient l'ensemble de mes camarades, et ça a été bien dit. Donc vous étiez plutôt d'accord avec Mike. Plutôt d'accord avec Mike, mais partagé parce que là, en ce moment, il faut pas se mentir, c'est un peu Dallas, parce que c'est en gros du passage, je pense, pour compléter ce que disaient Mike et Jean, c'est aussi le passage en marche forcée d'un monde encore un petit peu amateur, bon, semi-pro avant en National 2, mais après, donc là en National, il commence à y avoir des sommes d'argent quand même. C'est du contrat de football, donc aussi il y a des enjeux financiers qui sont de plus en plus importants. Donc il y a un passage en force et en marche forcée du niveau amateur au niveau professionnel. Jean l'a rappelé, il y a un télescopage de trois éléments sportifs, extrasportifs et puis judiciaires. Comme Jeannot, on va évacuer le côté judiciaire parce que c'est un lièvre qui avait été élevé par le Parisien à l'époque et pour lequel il a été gardé à vue. Il n'insiste pas sur le côté judiciaire. Il a été gardé à vue. Vous l'avez rappelé aussi, le club l'a soutenu au début de saison. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une raison suffisante pour l'évincer. Ça semble avoir changé désormais parce que ça a dû peser dans la balance. Et je pense que ce qui pèse, c'est l'addition de ces trois éléments avec l'omnipotence, la toute-puissance de Youssef Chibi dans le vestiaire, autour du sportif, où il a écarté petit à petit tout le monde, y compris le directeur général Jean-Luc Haribard qui est arrivé l'année dernière, qui n'a même plus le droit de rentrer dans le vestiaire. Et puis l'essentiel, c'est-à-dire qu'en gros, il a peut-être perdu la confiance d'une partie de son vestiaire. Et là, malgré un bel arbre qui cache la forêt, avec cette deuxième place du national, on a quand même certes des résultats, mais il semblerait que la manière joue quand même beaucoup. Et puis là, avec les deux internationaux, ex-internationaux qui sont arrivés et qui se sont retrouvés en tribune, là, pour Versailles, on parlerait d'un crime de lèse-majesté, par exemple. Mais ce qui peut paraître surprenant, ces mauvaises relations qui sont révélées par nos confrères, puisque sur le but victorieux de Versailles face à Châteauroux lors de la dernière journée, il a couru vers Mondi Prunier pour le prendre dans ses bras. Il y a eu une scène de liesse. Et donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant, surtout au vu des résultats
résultats. Ça a été rappelé, aujourd'hui Versailles est 2e de national. Certes, on n'est qu'à la 11e journée, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fige le classement, Versailles est premier en Ligue 2. Donc les résultats sportifs étaient quasi parfaits. La petite tâche peut-être sur le début de saison, c'est cette élimination assez précoce en Coupe de France, même si on savait que pareil parcours, aller jusqu'en demi-finale, c'était difficilement, on va dire, duplicable. Voilà, je cherchais le mot. Et ça peut perturber les joueurs, l'équipe. Là, ils sont 2e du championnat, on le voit au classement. 2e, 19 points. 24 points pour Concarneau, 18 pour Dunkerque. On voit que c'est quand même assez serré. Est-ce que ça peut-être empêcher Versailles de monter l'année prochaine, Jean? Et forcément. Parce qu'il faut trouver un entraîneur. Hein. Là, pour l'instant, il y a plusieurs noms qui circulent. Forcément, sur un club qui monte et qui a des résultats, il y a un travail derrière qui est là, qui est la continuité du travail effectué et qui paye. Donc forcément, en changeant d'entraîneur, on le sait, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau, il faut le temps d'adaptation avec le nouvel entraîneur qui arrive avec ses nouvelles idées, ses nouveaux schémas de jeu, sa nouvelle personnalité, et tout ça prend du temps. Il aurait fallu changer à l'intersaison, c'est ce que vous disiez. C'est pour ça que moi je disais, si, alors, moi je l'avais parlé, et je rejoins aussi ce que dit Mike, mais c'est vrai, mais pour moi, si c'était simplement de trouver des excuses pour s'en séparer, pour moi c'est un peu tard. Et c'est un peu tard non seulement vis-à-vis de lui, parce que bon, ça se fait pas comme ça. Il y a des résultats, mais après on laisse tout le côté dont qu'on vient de développer, mais vis-à-vis aussi de la marche à suivre du club et de l'équipe. Parce que là, changer maintenant, alors que l'équipe a des résultats et que ça marche bien, c'est pas dit que même si quelqu'un arrive et que c'est avec un renom, qu'il arrive d'un coup de baguette magique et puis qu'il puisse continuer cette embellie sportive de la saison actuelle, quoi. C'est ça qui est dangereux. Ce qui peut jouer, c'est le timing sportif. Là, ils reçoivent vendredi Saint-Brieuc, je crois, qui fait partie des très mal classés. Donc là, ça peut permettre de passer quand même cette étape et de regarder devant. Imagine que ça chute. Bon, on va voir, je pense, des réponses là, dès ce week-end. Voilà. Dès vendredi, tu sauras un petit peu vous pensez qu'ils vont être perturbés, les joueurs? Ça vous a perturbé, vous, quand il y a eu des changements de coach? Après, en général, les joueurs sont programmés pour ça, mais comme il a bien développé, Jean, on parle d'un collectif. On parle d'un coach qui amène une idée avec son staff, et après les autres joueurs, comment ils réagissent, et puis après... il y a tout ça qu'il faut voir, donc voilà, des fois ça peut très bien marcher, des fois ça peut pas marcher. À Monaco, ça avait très bien marché. Donc maintenant, voilà, ça va pas marcher partout. C'est qui tout double. Voilà, exactement. Alors il y a plusieurs noms qui circulent, il y a notamment Jean-Luc Vasseur, il a entraîné le Stade de Reims, les féminines de l'Olympique lyonnais, l'équipe féminine d'Everton. Il est du coin aussi, il est né à Poissy, il a joué au PSG. Est-ce que ça peut être un bon profil à votre avis, Grégory? Dans les deux profils qui sont évoqués, effectivement, il y a aussi Frédéric Hans qui a Vasseur et de Frédéric Hans. Alors ce qui est intéressant, c'est que tous les deux ont connu le très haut niveau puisqu'ils ont entraîné en Ligue 1. Et la chose, pour moi, que je voudrais mettre en avant, c'est qu'ils ont gagné tous les deux le championnat national. Frédéric Hans, c'était avec Bastia. Jean-Luc Vasseur, c'était avec Créteil. C'était lors de la saison, je me suis noté, c'était en 2013. Donc, ils ont déjà connu ce niveau. Ils ont déjà remporté des matchs à ce niveau-là. Et donc, ils ont cette expérience qui peut, à mon avis, être bénéfique pour Versailles. Ça, c'est la chose à souligner. Après, un choix entre les deux. Peut-être Frédéric Hans, c'est un entraîneur que j'aime bien, qui est un bon manager, qui est souvent apprécié de son vestiaire, même si ça s'est pas tout le temps bien terminé avec les clubs respectifs dans lesquels il est passé. Mais je le vois bien à la tête d'une équipe comme Versailles. Ouais. Très proche aussi de Jean-Luc Haribard. Aussi, c'est important aussi d'avoir Jean-Luc Haribard proche d'un coach. Oui, parce que c'était le projet initial quand les propriétaires ont fait venir Jean-Luc. Et c'est finalement ce que disait Mike tout à l'heure, c'est que c'est cette courbe d'évolution, on va dire naturelle ou normale pour un club pro, avec cette approche économique. Et là, on commence déjà à avoir, un an après cette épopée en Coupe de France et la montée en nationale, des noms du football professionnel. Parce que là, je pense que si on regardait dans le rétro, ne serait-ce que 5 ans auparavant, jamais on n'aurait pensé avoir des entraîneurs de ce nom-là comme candidat potentiel pour le FC Versailles. Ouais. Et puis il y a un point aussi que tu as souligné par rapport au fait que ces entraîneurs ont déjà gagné le championnat, et aussi le recrutement de Versailles qui ont pris des joueurs qui ont l'habitude de ce championnat-là. Donc peut-être l'expérience aussi va leur permettre de gérer cette situation un peu compliquée pour le club. En tout cas, on suivra avec attention les résultats de Versailles dans les prochaines semaines. Le prochain match de Versailles, c'est donc ce vendredi 11 novembre contre le Stade Briochin. Vincent Ehouman et l'ensemble du staff actuel prennent en charge l'équipe pour cette rencontre. On va maintenant parler rugby. Émilie Boulard
Boulard ne sera pas championne du monde cette année. Les Vinoises titulaires avec l'équipe de France a perdu avec ses coéquipières ce samedi à Auckland en demi-finale de la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandaises. Le score est terrible, 25-24. Les Françaises ont raté une pénalité à 1 minute de la fin. La joueuse yvinoise disputera tout de même ce samedi face au Canada le match pour la 3e place. Émilie Boulard n'a pas à rougir de sa Coupe du Monde. Elle fait partie des superstars de la compétition. Elle a même été élue MVP lors du quart de finale face à l'Italie, Grégory. Bravo Émilie. La question sur cette thématique, Émilie Boulard peut-elle marquer l'histoire du rugby français? C'est fort, mais bon. Trop tôt pour se prononcer. Du rugby français. Du rugby français. C'est fort comme question. Mais non, allez, on fait un petit duel entre les deux spécialistes du rugby. Voilà, Pierre Chevalier. Comme tout le monde a dit oui. La question est un petit peu en fatigue et forte, mais j'ai envie d'y croire parce que je l'avoue, je me suis régalé pendant cette Coupe du Monde qui n'est pas finie. Vous avez regardé tous les matchs? J'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France. L'équipe de France. Même non, non. Je dis même, il y en a un qui était à 3h du matin. Celui-là, je l'ai pas fait. Celui-là, je l'ai pas fait. Mais par exemple, le match contre les Black Ferns, c'était un bon moment de rugby. C'est aussi curieux que ça puisse paraître pour un rugby même homme, mais en fait, je pense que le rugby féminin a des belles heures devant lui. Et Émilie Boulard, dans cette décor-là, a effectivement tout d'une grande parce qu'elle a 23 ans, donc elle est toute jeune. Elle a grandi dans des bons clubs. Donc d'abord à Chevreuse, on connaît le club athlétique de Chevreuse dans le rugby francilien et yvelinois bien sûr. Ensuite Chili Mazarin qui est sous les yeux bienveillants de Massy. Première sélection chez les moins de 20 en 2019 et puis chez les grandes en 2021. Et elle s'est tout de suite imposée. Des essais, donc elle évolue à l'arrière, parfois à l'aile, mais elle s'est tout de suite imposée. Elle a été même élue en 2021, c'est la marqueuse du plus bel essai, le plus bel essai qui soit. Et puis elle a une personnalité attachante, et elle joue bien au rugby, rapide, véloce. Moi, ce qui me plaît aussi dans le rugby masculin et dans le rugby féminin, c'est aussi l'évitement. Et elle est capable justement de pouvoir affoler les défenses avec des crochets assassins. Et c'est une nana qui a la tête bien faite. Donc oui, elle peut devenir une grande. Marquer l'histoire, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais en tout cas, elle a tout d'une grande pour s'imposer au niveau international et national. Jean, qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Moi, j'ai voté contre pour... tout le monde était pour. J'ai voté contre, mais simplement quand même pour... Je ne reviens pas sur ce que Pierre a dit, il a tout à fait raison, il a très bien résumé la situation. Une très belle équipe de France féminine qui ne cesse d'évoluer et de jouer de mieux en mieux avec ses sorties, ça c'est sûr. Maintenant, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que même si elle est méritante et que c'est certainement, c'est pas certainement, c'est une des meilleures joueuses de la Coupe du Monde, mais malheureusement, quand on voit toujours le même problème, la médiatisation sur carrément l'équipe nationale, sur cette Coupe du Monde, qui est vraiment très minime. Donc c'est pour ça que la question était... Après les matchs étaient en décalé, c'était en Nouvelle-Zélande. Ah, mais c'était en décalé, mais même, je veux dire, sur la présentation, enfin, c'est vraiment un mot comme ça, elle perd de la demi-finale, elle se mange la feuille en plus, hein. Elle se mange la feuille, elles doivent aller en finale. Franchement, rugbystiquement, elles doivent être en finale. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est passé très très près. Bon, vous avez simplement 2 mots, voilà, l'équipe de France a perdu d'1 point contre les Blacks. Bon, c'est pour ça que pour moi, c'est pas assez suffisant, malheureusement, pour qu'elle marque l'histoire du rugby, parce que tout simplement, on n'en parle pas assez. Et on ne parle même pas d'elle, on ne parle même pas de l'équipe. Donc, parce que elles ont une capitaine qui est fabuleuse, Gaëlle Hermé, qui est de capitaine depuis maintenant plusieurs saisons, qui est issu d'une famille de rugby que je connais bien le père, c'est un copain, je lui envoie l'amitié d'ailleurs. Mais voilà, c'est malheureusement pour nous et pour elle surtout, l'équipe on n'en parle pas beaucoup, donc imaginez bien que une des meilleures joueuses de l'équipe ne va pas marquer l'histoire du rugby parce qu'elle ne sera pas assez médiatisée. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit malin plaisir à mettre un petit carton rouge, parce que c'est regrettable par rapport à la performance de cette équipe à cette dernière Coupe du Monde. Mike, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, j'ai été quand même très surpris par rapport à son parcours. Quand on regarde d'où elle est partie, c'est vrai qu'elle a gravi les échelons de manière exponentielle.
Et c'est une jeune joueuse, elle a l'avenir pour elle. Donc voilà, tout est possible maintenant. Le sport fait Elle a que rêver. 23 ans, je le rappelle. Exactement. Et puis après, il y a un côté aussi médiatique du sport féminin, voilà, qui est assez compliqué. Même si le sport féminin dans l'ensemble a évolué, mais voilà, en tout cas, l'avenir pourrait être glorieux pour elle. Grégory. Oui, ce qui est d'autant plus dommage sur la médiatisation qu'on parle quand même d'une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Il y avait cette demi-finale dans l'Eden Park d'Auckland, qui est quand même l'un des stades mythiques. C'est vrai qu'elle demandait, on l'avait interviewé juste avant son départ pour la Nouvelle-Zélande, elle espérait que cette Coupe du Monde puisse mettre en lumière un peu plus cette équipe de France de rugby féminin dont on n'a pas beaucoup parlé, même si les matchs ont été diffusés sur TF1, donc il y avait quand même les matchs qui étaient diffusés en clair et on pouvait les regarder, bien heureusement et fort heureusement. Moi j'étais un peu entre les deux. Je ne sais pas si elle peut marquer l'histoire du rugby féminin, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais je rejoins les camarades sur la progression fulgurante pour une joueuse qui a commencé vraiment à jouer, on va dire sérieusement au rugby qu'à partir du lycée. Donc c'est vrai qu'elle a un parcours qui a été rapide, elle s'est rapidement fait sélectionner dans les équipes de France de jeunes, elle a été dans un très bon club formateur qui est Chimazarin, et maintenant c'est une nouvelle étape de sa carrière, l'équipe de France et aussi Blagnac où elle est partie à l'intersaison. Donc on va suivre bien sûr ça avec attention. Maintenant, de dire qu'elle va marquer l'histoire du rugby français, attendons encore avant de se prononcer. Un peu sceptique pour l'instant. Je suis pas sceptique, mais un peu mitigé. Un peu mitigé. On continue à parler de rugby, mais plus précisément de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. C'est officiel, le stade Omnisport de Croissy-sur-Seine sera le camp de base de l'équipe officielle de l'équipe des îles Tonga. Depuis plusieurs années, le site a vu défiler les sélections nationales. Il y a eu l'équipe de Russie pour l'Euro 2016, l'équipe de Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions, ou des équipes féminines pendant la Coupe du Monde de football. Mais le site yvelinois ne sera pas le seul concerné par la Coupe du Monde 2023. Versailles va également accueillir le Pays de Galles. La question sur cette thématique, les Yvelines sont-elles une terre de rugby finalement? Oui. Terre de sport, terre de rugby, terre de tout. Votre avis, Pierre Chevalier? Si j'avais mis ça, je pense qu'on m'en aurait voulu. On m'aurait traité d'inconséquent. Oui, les Yvelines sont une terre de rugby. Multisport, on en parle suffisamment souvent sur ce plateau, mais en fait c'est simplement regarder le nombre de clubs qu'il y a, les écoles de rugby, la formation, les équipes amateurs au plus haut niveau. Alors au plus haut niveau, certes c'est la Fédérale 2 avec plaisir, Versailles, Maison Lafitte en Fédérale 3, et après il y a toute une cohorte de clubs dans les niveaux régionaux. Oui, mais oui, Fédéral 3 aussi. Donc il y a beaucoup de clubs, donc en numérique. Ce sont des écoles de rugby et des groupes seniors qui sont importants. On y joue bien au rugby, on y vit bien le rugby. On parle souvent de convivialité, donc oui, on est bien placé pour le dire que ça vit bien dans les Yvelines. Et ça n'est pas un hasard total si le Pays de Galles choisit un camp de base assez central, assez agréable, parce que pour le coup, la ville de Versailles, pour une équipe de rugby qui va y passer un mois, à peu près un mois, c'est important d'être bien installé sportivement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ils vont être très bien traités dans la ville de Versailles. Les Tonga à Croissy, c'est au bord de la Seine. Ça va être aussi un endroit très bucolique, mais aussi technique pour pouvoir bosser pendant les matchs de poule. Donc oui, les Yvelines s'installent de plus en plus comme une ville de rugby, et c'est reconnu maintenant au niveau international. Les Tonga, Croissy-sur-Seine, qu'est-ce que vous en pensez, Mike? Bonne nouvelle pour les Yvelines? Oui, bien sûr. Tout ce qui est lié au sport dans notre région, on est forcément content pour ça. Donc, il a bien développé tous les aspects. Moi, je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai qu'en t'écoutant parler, j'apprends aussi beaucoup. Et c'est vrai que c'est formidable pour la région. Jean, les Tonga, Croissy, le Pays de Galles à Versailles, forcément deux bonnes nouvelles, parce que les Tonga, c'est quand même une belle équipe. C'est une belle équipe, et c'est la preuve, Pierre l'a souligné très bien, mais c'est la preuve que les Yvelines est une région enviée et envieuse, puisque des grandes équipes viennent s'y installer lors des grandes compétitions. Bon, les Tonga n'ont jamais passé le stade des poules. Vous pensez qu'ils peuvent le faire? Grâce à Croissy. Bon, après, c'est sportivement, on sait bien comment se passent les Coupes du Monde. Rappelez-vous qu'ils ont battu l'équipe de France quand même. Je vous rappelle. Sur un horizon pas si lointain, pas si éloigné. Donc attention quand même aux Tonga.
Grégory, rapidement. Non, mais une belle Sur équipe, ces, un très beau AK, et bien sûr, on s'en réjouit forcément d'avoir des équipes pour cette Coupe du Monde qui se déroulera en France, qui seront présentes sur le territoire des Yvelines, comme on se réjouit d'avoir des sites olympiques, des équipes, on parlait tout à l'heure de foot pendant l'Euro 2016. Souvent, le territoire yvelinois est choisi pour sa proximité avec Paris, mais aussi, je pense, pour la qualité des installations, et ça, bien sûr, on peut que s'en réjouir, il faut toujours le souligner. On a un beau département quand même. Oui. Alors on va maintenant parler de basket. Je vous vois sourire, Mike Mokongo. Vous attendez ça avec impatience depuis le début de l'émission. On va parler de quelqu'un qu'on connaît très bien sur ce plateau. Son nom, Victor Wembanyama, 18 ans, Yvelinois et 2 mètres... Combien 2m21, rien que ça, il a grandi depuis. On l'a vu grandir sur le plateau. On l'a connu, il était tout petit à 2m15. Il a été appelé pour la première fois en équipe de France senior et il devrait faire ses débuts contre la Lituanie ce vendredi 11 novembre à 18h30. L'intérieur de Boulogne-le-Valois aura donc sa première sélection, la première d'une très longue série à mon avis. Une étape de plus après un excellent début de saison en club. La question sur cette thématique, peut-il déjà devenir le pilier de cette équipe de France? Oui ou non? Peut-il peut-il déjà devenir Et un pilier. Un pilier. le pilier? Le pilier. Partagez, vous êtes tous partagés. C'est la Bon, formule. on va donner la parole aux spécialistes. De suite. Bon, il reste que 20 minutes d'émission par contre, hein, Mike. Non, mais très honnêtement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il va devenir le pilier de l'équipe de France parce que voilà, c'est une autre compétition, c'est un niveau qui est encore très très élevé, même si c'est vrai qu'il nous a surpris pas surpris, mais son évolution par rapport à ce début de saison est quand même exceptionnelle. Il a doublé tous ses chiffres au niveau points, rebonds et tout. Donc voilà, mais je pense que dans un avenir proche ou lointain, ça sera justement un des joueurs majeurs de l'équipe de France. Il a que 18 ans. C'est vrai qu'il y a encore des tauliers comme Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert. Mais voilà, ça va être une bonne expérience pour lui. Justement, je l'avais dit sur le plateau que c'était une bonne décision pour Victor Wembanyama de venir à Paris, pour la simple raison que ces genres de joueurs de 2m21 arrivent à maturation tardivement. Donc c'était bien pour lui de se reposer, de ne pas faire 3 matchs avec Glasgow, de prendre le temps de soigner son corps, de se renforcer, d'apprendre les rouages du haut niveau avec Vincent Collet qui est référencé comme un des meilleurs coachs ici en France. Et en plus, il est sélectionneur de l'équipe de France. Donc pour moi, voilà, c'était une décision très très sage et autour de son entourage, c'était bien vu. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui l'avez vu grandir, ce Victor Wembanyama. Grandir sur le plateau. Ce petit. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est une explosion phénoménale. Mais est-ce qu'il peut devenir le pilier déjà alors, de cette équipe le pilier, de France? non, pour moi, voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé, parce que le pilier, on ne sait pas ce que va devenir ce joueur. Mais comme Mike l'a souligné, il y a quand même des patrons déjà qui sont en équipe de France et qui ont de l'expérience en plus. Lui arrive, il a 18 ans. Il va apporter sa pierre à l'édifice. Et certainement que ça deviendra un des éléments majeurs de l'équipe de France. Mais de là à dire, parce qu'il a vraiment quand même une ascendance énorme. Chaque sortie, il s'est un petit peu plus enrobé, donc il a dû quand même travailler un peu. Il doit travailler énormément au niveau de la muscu. Et puis attention, ses sorties sont phénoménales. Mike l'a souligné aussi. Il a des statistiques, il explose. Donc après, c'est le niveau international. Le niveau international, attention, Mephisto. C'est pas pareil, il faut faire attention. D'ailleurs, il fait attention, dans son interview qu'il a donnée à la presse hier, il disait qu'il ne savait pas au niveau international ce qu'il pouvait donner pour l'instant, en tout cas. Ça, c'est le maquillage au niveau des médias. On n'affiche pas forcément nos ambitions devant les médias parce qu'après, derrière, c'est disproportionné. Donc, il se protège en disant ça. D'ailleurs, très grande maturité de la part de Victor Wembanyama. Les journalistes l'ont attendu de pied ferme pendant toute la journée. Et lui, ce qu'il a dit en arrivant dans la salle de presse, il a dit « Heureusement que je ne suis pas claustrophobe », tout simplement, voilà, donc avec un petit sourire. Donc il est assez à l'aise avec les médias. Hein. Exactement. Il est programmé pour ça de toute façon. C'est trop tôt pour pouvoir dire qu'il sera le pilier. Alors un pilier, sans doute, déjà. Non. On est tous d'accord pour dire que c'est encore trop tôt. Et puis surtout, ça ne serait pas lui rendre service, finalement, de lui attribuer ce rôle-là. On en parle depuis tellement longtemps, en fait, en gros, de cette possibilité vraiment d'évoluer tranquillement, naturellement. Mais il y a quand même, moi, un point qui me marque et qui me fait dire qu'il deviendra.
voire le pilier de l'équipe de France, c'est son aisance technique, finalement, malgré sa taille. Ça peut, au basket, cette taille-là est a priori un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient sur l'aisance corporelle. Et lors de ses dernières sorties avec les Mets, je l'ai vu shooter à 3 points, je l'ai vu dribbler, mais dribbler pour un intérieur comme ça qui devrait, par sa taille, non pas par sa carrure, jouer pivot, dribbler et même s'amuser avec ses adversaires et shooter à 3 points de manière absolument facile et déconcertante d'aisance. Donc ça, ce côté technique du bonhomme qui continue à grandir en plus, c'est d'un bon signe et des bonnes raisons d'espérer qu'il devienne un des personnages incontournables du 5 majeur français. C'est du jamais vu, Mike? Oui, franchement, c'est du jamais vu. Déjà, au niveau médiatique, on peut le comparer un peu à LeBron James, qui était parti depuis high school. Il ne faut pas oublier que la Fédération française de basketball a signé un accord avec la Ligue et la NBA pour que tous les matchs de Victor Wembanyama soient diffusés aux États-Unis. Il faut se réjouir de ça en étant français, de voir un joueur français comme ça, à ce niveau-là. Il faut le pousser. Et puis après, c'est un joueur générationnel, un joueur moderne. 2,21 m, il peut tirer comme Steph Curry, il peut dribbler comme Kyrie Irving, il peut contrer comme Rudy Gobert. Sky's the limit, comme ils disent les Américains pour lui. Donc il faut juste espérer qu'il soit en bonne santé. Je pense qu'il a la tête là où il faut. Un entourage sain. Et c'est ça le plus important. On le voit, il y a l'équipe de France qui apparaît à l'écran. Il y a quand même du beau monde dans cette équipe de France, Grégory. Il y a du beau monde et c'est pour ça que dire que déjà il peut devenir un pilier de l'équipe de France avant même son premier match, sa première sélection officielle avec l'équipe de France, c'est un peu anticipé. Michael, laissons les jeunes grandir tranquillement. Je le répète, mais à chaque fois, je le répète dans cette émission. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on le disait, on le répète, chacune de ses sorties est scrutée avec attention. Il a fait des matchs de gala aux États-Unis très récemment. C'est son début de saison avec Boulogne-le-Valois où c'est vrai, moi j'étais un peu mitigé, mais il a rejoint Vincent Collet. Effectivement, je pense, vous m'avez convaincu finalement par la suite que d'avoir rejoint cette équipe, c'était une bonne décision. C'est une nouvelle étape, l'équipe de France, c'est une étape supplémentaire dans sa progression. Il est très jeune, il a 18 ans. Ce sera une nouvelle étape quand il ira en NBA, mais comme le disait Jean aussi, passer du basket de club et du sport en club au sport en sélection, c'est deux choses différentes. Donc laissons-lui le temps de faire ses preuves et de grandir tranquillement. Puis ça va dépendre de la draft NBA l'année prochaine, de savoir en gros où il va atterrir, mais je pense qu'ils vont se l'arracher. Les franchises américaines vont se l'arracher. Numéro 1 de la draft. Oui, qui joue pas, il sera un numéro 1. Après, j'ai juste pas envie qu'au fil de son évolution, qu'il ne devienne pas un peu là je parle d'un autre joueur, mais Mbappé aujourd'hui qui devient un joueur un peu égocentrique, de rester un petit peu intelligent comme il est en train de le faire, d'évoluer, de mettre l'équipe toujours en avant. Et tout ça, c'est très important justement pour évoluer. Justement, je veux emmener de la fraîcheur dans une équipe de France qui fonctionne très bien. Exactement. Moi, je pense que c'est une preuve d'humilité. Et puis, c'est un garçon qui sait que tout le monde est derrière lui, mais il se met au service du collectif. Voilà, il arrive tranquillement, il veut faire ses débuts avec ses coéquipiers. Donc moi, je pense que c'est très louable en termes d'état d'esprit. En tout cas, on lui souhaite bon courage. Je sais pas qui lui écrit des textes, mais il réfléchit. On continuera évidemment sur Victor Wembanyama. On lui souhaite bon courage pour ses débuts. En bleu, on passe maintenant à notre page débat. Ah oui, je parlais de Mike. On va maintenant passer à notre envolée du jour avec vous, Grégory, le moment le plus intense de cette émission. Alors, de quoi allez-vous nous parler? Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer cette envolée avec une petite séquence. Je me suis replongé dans les archives de TV78, rassurez-vous, je ne suis pas allé bien loin, je suis allé en 2018 et vous faisiez la connaissance à l'époque, Michael, de quelqu'un. Regardez. L'ambiance est détendue et pourtant dans quelques heures, Florian Lacatte et Arthur Rinderknecht joueront sur les cours de Roland-Garros. Ces deux Yvinois de 22 ans ont bénéficié d'une invitation pour jouer sur ce tournoi du Grand Chelem en double. Une première pour un joueur du département depuis un certain Mickaël Yodra. On est très chanceux d'avoir eu cette wildcard en double et je suis vraiment impatient de vivre pleinement cette expérience de mon premier Roland-Garros. C'est génial, c'est top. Avec Arthur, on s'y attendait pas forcément, mais c'est vraiment un super cadeau et on va essayer de se concentrer à 100% pour en tirer le meilleur.
D'action de Michael Elmidoro avec Arthur Rinderknecht. Je me souviens qu'à l'époque, on avait tous du mal à prononcer son nom. C'est peut-être encore le cas. Pas facile, il faut le dire. C'est ça. Soyez honnête, Michael, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, est-ce que vous aviez imaginé la suite des événements pour Alors lui? moi, je pensais plutôt que ça serait Florian Lacatte qui allait percer. Finalement, c'est Arthur Rinderknecht qui perce. Je n'étais pas forcément. Voilà, je suis un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Je suis un peu comme Grégory Canalé. Et oui, effectivement, Arthur Rinderknecht a percé, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'il est aujourd'hui le après, numéro 1 français. J'aurais pas pensé qui termine dans le top 50 mondial. Et c'est encore mieux, parce qu'aujourd'hui, il est numéro 1 du tennis français. C'est le premier joueur classé au classement ATP. Alors, c'était difficile de s'attendre à pareil parcours. On remonte un petit peu le fil de sa jeune carrière, puisqu'il est rentré sur le circuit professionnel tout récemment. En 2018, on le disait, c'était une première participation donc à Roland-Garros, c'était en double. Pour la petite anecdote, le Saint-Germanois aux côtés de Florian Lacatte avait été éliminé au premier tour, et ça a été que le premier acte, on peut le dire, d'une ascension qui a été fulgurante. Lui, le joueur arrivé sur le tard dans le circuit professionnel à seulement 25 ans. Un parcours atypique avec une étape importante pour moi, c'est ses études à l'université du Texas aux États-Unis, où il a pu perfectionner son jeu et développer peut-être un profil presque unique dans l'Hexagone. Depuis, l'ascension est incroyable. En 2020, Arthur Rinderknecht passe de la 1000e place mondiale à la 160e place mondiale, rien que ça, grâce notamment à 2 victoires en tournoi Challenger, Rennes et Calgary. Il y a aussi eu cette première participation en simple à un tournoi du Grand Chelem, c'était à Roland-Garros. 2021, ça a été ensuite l'année de la reconnaissance, une victoire au Challenger d'Istanbul. Il a atteint un deuxième tour également du tournoi du Grand Chelem, c'était à l'US Open, une première dans sa carrière, et une autre première, j'en perds mes mots, c'est une première sélection en équipe de France de Coupe Davis, et les Yvelinois rentrent même cette année-là dans le top 100 mondial. Cette année, en 2022, l'ascension se poursuit. Ça a commencé fort, il faut le dire, une première finale dans un tournoi ATP. Il brillait jusque-là dans des tournois Challenger. Première finale à ATP, c'était à Adélaïde en Australie. Derrière, Arthur arrive confiant à l'Open d'Australie. Il passe le premier tour de fort belle manière avant d'abandonner, car il a été handicapé par une blessure au poignet, une blessure qui va l'handicaper pendant quelques semaines, mais le tennisman ne lâche rien. En mai, il empoche le 4e titre de sa carrière professionnelle au tournoi Challenger de Poznan, et pour couronner son abnégation, là tout récemment, il a bénéficié d'une wildcard au tournoi ATP de Paris-Bercy. Alors Arthur Rinderknecht est donc aujourd'hui, mercredi 9 novembre, on sait que ça peut évoluer très vite dans le monde du tennis, le 44e joueur mondial, ce qui fait de lui le numéro 1 français devant Adrian Manarino, 48e, ou encore Corentin Moutet, également fils, respectivement 51e et 52e. Effectivement, je le cite, le petit garçon a bien grandi, il a tenu à le souligner sur son compte Twitter, le Saint-Germanois. Il y dit aussi une chose très importante, just another step. Pardonnez mon accent anglais pas très léché. Voilà, accent anglais très italo-anglais. Voilà, c'est une étape de plus pour lui dans sa carrière, car oui, il ne compte pas s'arrêter là, ce n'est pas une fin en soi, a-t-il déclaré aussi à nos confrères d'RMC Sport qui l'ont interviewé. Arthur Rinderknecht, c'est finalement la très belle histoire du tennis français. Un tennis français certes malade, car voir le numéro 1 tricolore occuper seulement un 44e rang mondial montre que tout ne va pas très bien dans ce tennis français. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, car on parle ici d'un Yvelinois. Arthur Rinderknecht, c'est celui que l'on n'attendait pas, celui qui prouve aussi qu'avec une motivation sans faille, on peut déplacer des montagnes. Non, la voie royale n'est pas obligatoire pour devenir quelqu'un, et Arthur Rinderknecht est aujourd'hui devenu plus que quelqu'un, puisque c'est le numéro 1 du tennis français. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est magnifique. Je voulais dire, c'est le moment le plus intense de l'émission. On n'est jamais déçus. J'ai pas bégayé sur son nom, mais j'ai bégayé sur des mots un peu plus faciles. Magic Mike Moncongo, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, archi complet la présentation tout d'abord. Félicitations. C'est son boulot, c'est vrai, mais des fois, il y en a qui ne présentent pas aussi bien. Donc, il faut le dire qu'on sait bien. Épouse-moi, Greg Canal. Non, c'est vrai que c'est une belle ascension pour un garçon qui est revenu déjà depuis 4 ans des États-Unis. De le voir performer à ce niveau-là, c'est exceptionnel. On voit qu'il y a une stratégie qui est mise en place par son coach, Sébastien Villet, et il bronche pas trop. C'est un gars qui a l'air humble. Il franchit les échelons après les échelons. Il se prend pas la tête. Donc, je pense que pour lui, là, l'étape, en étant un compétiteur comme il est, c'est forcément essayer de faire mieux, peut-être au niveau classement mondial. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est super ce qu'il est en train de faire. Jean, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bien sûr. Donc il avait vu tout petit aussi. Oui, je l'ai vu grandir aussi. On les a tous vus grandir ici. Non, mais c'est vrai que je crois que Grégory a été complet. Félicitations, même si c'est ton boulot. Mais c'est vrai, on va pas bouder. Il est 44e joueur mondial. C'est bien, et on espère que c'est le nouveau joueur du tennis français qui va redonner de l'élan à notre tennis qui est bien terne depuis quand même quelques années, où on n'a plus personne qui ne brille, où ils sont éliminés sportivement, où c'est la blessure, ils se retranchent sur la blessure. Donc là, on n'est pas bien du tout. Alors numéro 1 français, il pouvait que passer devant tout le monde puisqu'il n'y a plus personne. Donc ça, c'est pas ce qui m'impressionne le plus, même si c'est très très bien et que je le félicite. Mais c'est surtout sa 44e place mondiale qui est importante et sur laquelle il faut vraiment qu'il travaille pour gravir les échelons et aller titiller les 10 premiers mondiaux, quoi. Qu'on ait une fois de plus un joueur français qui représente notre tennis national. Qui est capable de battre. Il a déjà battu des top 20 mondiaux, Arthur. Donc c'est pour ça. On lui souhaite on aura peut-être le temps d'en parler, mais heureusement qu'il y a des filles dans le tennis français. On en parle juste après. Voilà. Et simplement de dire que quand on regarde là aussi dans le rétroviseur, c'est que et qu'on compare les différents pays européens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Alors on a rappelé l'historique, un bon jeune. Là, on est revenu, je sais, 4 ans en arrière, c'était 4 ans en arrière 2018. 4 ans en arrière. Bon, c'était un jeune prometteur. Il y en avait même deux. Un, il est passé complètement l'autre est passé complètement à la trappe. Et quand on regarde ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu vraiment de bons jeunes qui a duré, en fait. C'est surtout ça, qui a duré. Là, Rinderknecht, on lui souhaite, refera des coups, refera des ATP ou des grands chelems. On lui souhaite des coups là-dedans. Mais quand on regarde, par exemple, et lui-même est surpris de son parcours, d'ailleurs. Exactement, pour quelqu'un qui a connu le tennis un peu tard. Mais c'est peut-être ça aussi la fraîcheur. C'est peut-être là aussi la raison de son succès. Mais quand on regarde ne serait-ce que Rune qui gagne à Bercy la semaine dernière, c'est un tout jeune qui monte des photos de lui avec Djokovic et quasiment moins de 10 ans plus tard, il le bat en finale à Bercy. En France, on attend depuis, ça va faire 40 ans qu'on attend le successeur de Yannick Noah à Roland Garros. Bon, ça pour l'instant, on n'a pas encore trouvé les clés. Quelle année ? 83. Alors on va continuer à parler de tennis avant la fin de cette émission et d'une magnifique performance, vous l'avez dit précédemment. Cette Yvinoise est tout en haut du monde. Caroline Garcia, qui est née à Saint-Germain-en-Laye, est devenue la deuxième française de l'histoire après Amélie Mauresmo à avoir remporté le Masters. Elle s'est imposée à Fort Worth aux États-Unis face à la Biélorusse Arina Sabalenka. Le score 7-6, 6-4. La France attendait cela depuis 17 ans. La question sur ce thème, Caroline Garcia fait-elle désormais partie du gratin du tennis français, tennis féminin français? Quatrième mondial. Bien sûr, quatrième mondial. Oui, Mike. Oui, bien sûr. Mais avant de parler de sa performance, il faut quand même parler de sa force de résilience. Il ne faut pas oublier que c'est une joueuse quand même depuis 4 ans. Elle a traversé des moments difficiles, perdition de tennis, crise de confiance, des problèmes physiques. Donc elle a continué à croire en elle et finalement de revenir à ce niveau, c'est comme une renaissance pour elle. C'est une résurrection carrément. De revenir et performer justement à ce niveau-là. Vous l'avez dit, en plus le tennis français qui se porte pas forcément bien. Chapeau à elle, Flying Caro comme on la surnomme. Et on peut que se réjouir de cette performance-là. Ce genre de joueuse, que ce soit elle ou Amélie Mauresmo ou Yannick Noah, il faudrait leur dresser des statues, des stades à leur nom, parce que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Jean. Moi, ce que je trouve avec Caroline Garcia, elle marque l'histoire. Elle marque l'histoire, ça c'est une chose, on peut pas le. Est-ce qu'elle fait partie du gratin? Là maintenant, oui, forcément. Là pour le coup, oui, parce que c'est quand même un exploit. C'est très bien, mais c'est quand même ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle a quand même de mémoire quelques problèmes de relationnel avec son père qui l'a entraîné pendant une dizaine d'années, je crois. De mémoire, et qu'elle a changé il n'y a pas très très longtemps, non? C'est 2020. Enfin, je sais pas, j'ai pas les dates. Mais il me semble qu'il n'y a pas très très longtemps qu'elle n'est plus sous la coupe sportive de son père, qui devait un petit peu l'étouffer. Il est toujours là, mais c'est plus lui, son entraîneur officiel. En tout cas, elle a su rebondir, elle a su se remettre en question, parce qu'à un moment donné, elle avait quand même des petits moments où elle boudait un peu, elle faisait un peu sa star. Pour moi, elle avait un très très mauvais état d'esprit. Là, elle est revenue
une sportive accomplie, une compétitrice hors pair, avec un résultat magnifique à la clé. Donc bravo, félicitations, et surtout qu'elle continue. Parce que je pense que c'est pas fini, elle est pas vieille. Hein, donc, oui, elle vient tout juste d'avoir 29 ans. 29 ans. Je confonds avec ma soeur. C'est les phases et les dates de cette championne qui me marquent. Notamment, là, tu en as reparlé un petit peu, ces apparitions en Coupe Davis ne s'étaient pas forcément très très bien passées il y a quelques années, d'un point de vue relationnel. Donc, dans la représentation de la France en équipe de France ou en individuel pour la France, ça n'a pas toujours été rose pour elle. Là, cette saison-là, elle la démarre en janvier, enfin, en gros. Elle a connu un démarrage catastrophique en fin d'année 2021. Elle démarre en gros en janvier. Elle commence à avoir quelques résultats. Elle commence à bien jouer. Et je suis d'accord avec Mike, c'est cette résilience qui quand même, c'est phénoménal ce qu'elle a fait. Gagner le Masters, il y a tout le gratin. Hein. Et donc oui, elle en fait partie parce que désormais elle est 4e mondiale avec cette victoire. 4e mondial, on vient d'en parler chez les hommes. C'est 10 fois derrière, 44e avec Rinderknecht, et c'est déjà une belle perf. Donc là, 4e mondial chez les dames, c'est phénoménal. Et ce qu'elle a réalisé, ça fait écho aussi à ce que disait Jeannot tout à l'heure sur le rugby. C'est là aussi, on a un petit peu plus de médiatisation au tennis qu'au rugby féminin. Mais quelqu'un qui remporte une championne française qui remporte le Masters, on n'en fait pas non plus des caisses. Hein. On n'en parle pas de manière assez incroyable. C'est plus sur les réseaux sociaux. Dans la presse, il n'y a pas eu de une dans nos bibles sportives. Les réseaux sociaux l'ont mis en avant. Alors ok, il y a le décalage horaire, mais quand même, ce qu'elle a réalisé, chapeau. Grégory. On parlait d'une 4e place mondiale. 4, c'est un peu le chiffre qui la caractérise sur cette saison, parce que c'est une saison exceptionnelle qui avait mal démarré. Il y a eu un été fantastique avec des titres remportés. Et au final, c'est son 4e titre sur cette saison. Et il y a, dans l'histoire du tennis français... Sur 12 qu'elle a remporté au total. Sur 12 qu'elle a remporté au total, mais sur une saison, il n'y a que Amélie Mauresmo qui a fait mieux, avec 5 titres. Donc, d'une certaine manière, elle est déjà rentrée dans ce gratin du tennis français. Vous êtes satisfait de ses performances? Mais bien sûr. C'est déjà malheureusement la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Yannick Noah, justement, l'ancien tennisman, dernier vainqueur français à Roland-Garros. Le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont votre quotidien. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.